Heidi, pourquoi pas forcer la Fed à revoir sa cible d'inflation à 3%, car il y a plus de chocs d'offres et de dépenses publiques massives et moins de désinflation importée au global. C'est un vrai questionnement, hein. Mais aujourd'hui, en fait, l'idée, en fait, ce qui est très mal vu, et là, pareil, ça, je pourrais en parler pendant des heures, mais j'ai pas envie de rentrer là-dedans parce que moi, je parle beaucoup aussi. Normalement, la Fed, la Réserve fédérale, c'est une entité qui est censée être indépendante de tout ce qui existe à côté. Tu as le gouvernement et tu as la Fed. La Fed n'est pas censée répondre aux impératifs et aux intérêts du gouvernement. Ils le font et ils sont censés suivre et monitorer ce qui se passe dans l'économie, mais peu importe ce qui se passe. D'accord? C'est tout. Sauf que, si vous avez lu le bouquin de La créature de Jekyll Island, vous vous rendez très bien compte que la Fed, donc elle a été créée en 1914, je crois que si je ne me trompe pas, et qu'en plus de ça, la Réserve fédérale a des actionnaires. Alors ça, c'est quand même assez fou, hein. C'est-à-dire que on est quand même sur une entité qui a des actionnaires et dont la capacité de cette boîte-là, c'est de pouvoir avoir un impact sur le marché d'un point de vue mondial, avec les baisses de taux et tout, et de pouvoir créer de l'argent à partir de rien. Imaginez-vous, vous êtes actionnaire d'une boîte qui peut faire ça. Ça questionne, hein. D'accord? Évidemment, ces actionnaires, pour la grosse majorité d'entre eux, aujourd'hui, sont anonymes. D'accord? Alors, à l'intérieur, on va retrouver les Rockefeller, à toutes ces familles-là, hein, d'accord? Qui ne veulent pas forcément qu'on sache qui sont présents et tout. Et les grandes banques, d'accord? JP Morgan, etc. et tout, sont, pour certaines d'entre elles, alors ça pareil, hein, les liens, je vous laisserai lire le bouquin La créature de Jekyll Island. Il est assez compliqué à lire, mais ça va vous éveiller aussi sur le niveau de manipulation et de fils de putisme que tu as dans la finance traditionnelle et tout, c'est monstrueux. Donc en fait, la question en fait que j'ai posée, enfin que tu as posée, pardon, Heidi, sur pourquoi pas négocier avec la Fed de dire maintenant le seuil c'est 3%, machin. Il y a le questionnement de se dire en fait officiellement, tu es censé être sur une entité indépendante des besoins du gouvernement et puis d'un président, ça me semble logique. Et de l'autre côté, on sait que c'est pas le cas. Et de l'autre côté, on sait qu'on est en face à quelqu'un qui est clairement pas con, qui sait très bien comment fonctionnent les ficelles, qui pour moi est très bien conseillé, et qui peut forcer la main à la Fed, puisque de toute façon, ils ne peuvent pas laisser les États faire faillite. Les banques et les États faire faillite. Parce que les banques ont investi, les banques ont des actifs aussi qui sont volatiles et des machins, et que si les actifs baissent trop, les banques partent en faillite. Et ça, ils ne peuvent pas le faire. Donc, ils savent dans tous les cas que le risque est exclu de ce qui se passe sur les marchés, puisque dans tous les cas, quand ça va pas bien, ils se font bail-out. Ils se font renflouer les caisses par une entité extérieure, en l'occurrence les banques centrales. Et c'est là le gros problème qu'on a aujourd'hui avec la privation des gains et la socialisation des pertes. C'est qu'en fait, quand tu as une banque qui fait faillite ou quand il y a un problème, bah, c'est le particulier qui va trinquer et certaines entreprises et machins qui ont déposé de l'argent dans les banques, mais que quand il y a des profits, ils ne partagent pas. D'ailleurs, on l'a vu, quand il y a eu la chute en 2008, quand il y a eu la chute de Lehman Brothers en 2008, le nombre de mecs qui ont fait des délits d'initiés, qui ont fait n'importe quoi et tout, et qui sont quand même partis, qui n'ont pas fait de prison, qui sont partis avec des parachutes dorés, il y en a eu plein. Et pour autant, il y a des millions de personnes qui sont restées sur le carreau. Et c'est ça le truc, en fait, le débat, tu vois, qu'il y a dedans, c'est de se dire, OK, oui, il faudrait remettre à jour le taux des 3%, machin. Et c'est un bras de fer, en fait, tu vois. C'est un bras de fer commercial entre, tiens, tu veux pas baisser les taux, tu veux pas faire ce que je veux te dire. Entre lui, le président qui dit, lui, il veut se faire réélire, il veut avoir un bon mandat. Pour avoir un bon mandat, il va te dire quoi? Regardez, j'ai baissé le chômage. Regardez, les marchés, ils s'en sont jamais aussi bien portés. Mais en fait, si les marchés et si les actions et tout, les cryptos augmentent, c'est que derrière, tu as une dévaluation de la monnaie qui est monumentale, comme on a connu avec le Covid. Donc, il y a un prix à payer avec tout ça. Tu vois? Et derrière, du coup, c'est un jeu de force entre le président qui dit, bah, moi, je vais avoir des bons chiffres pour mon mandat, parce que c'est un jeu politique. Et de l'autre côté, tu as la Fed, qui est censée officiellement avoir un jeu et un rôle indépendant, autonome, machin, alors qu'en fait, on sait que c'est pas le cas, et on peut leur forcer la main, parce que dans tous les cas, les États, on peut pas les laisser faire faillite. Qui décide de bien gérer leur pognon ou non, de toute façon, les dettes sont irremboursables, et de toute façon, ils seront toujours obligés d'augmenter la dette. Et donc, on sait que si à un moment donné, les banques commencent à faire faillite, si les États commencent à être en difficulté, bah, qui c'est qui va racheter en dernier recours? La Fed. Enfin, les banques centrales vont racheter des actifs.
et donc vont réimprimer de l'argent. L'impression monétaire, c'est pas juste tu mets en circulation des billets, hein, d'accord? La M2, c'est pas ça d'ailleurs. On compte pas les billets en circulation, hein. C'est le des moments, l'argent qui va être émis de manière numérique pour racheter les actifs, en fait. D'accord? Et ça, évidemment, ça crée de l'inflation, ça crée des problèmes. Donc en fait, ils sont en train d'être piégés entre 2 trucs. Entre une inflation où ils se disent: «Tiens, c'est un peu sous contrôle», mais tu sais, ils sortent de l'inflation, plein de métriques et plein de variables qui sont normalement qui devraient être compris dans l'inflation et aujourd'hui, ils le font pas. Parce qu'ils se disent: «C'est pas forcément, en faveur de l'image qu'on a envie de véhiculer, puis on a envie toujours de montrer que tiens, on fait les bonnes choses et tout. Si demain on te dit on a contrôlé l'inflation, mais elle est toujours à 6%, et que là les dettes sont hyper importantes et qu'ils ont besoin de réimprimer du pognon, là ils ont vraiment le choix entre la peste et le choléra, quoi. Ils savent très bien que de toute façon ils seront obligés de réimprimer. Les investisseurs le savent très bien que dans tous les cas, les marchés seront normalement censés théoriquement augmenter parce qu'ils sont obligés d'imprimer du pognon. Mais que s'ils impriment trop, il y a trop d'inflation. Et s'il y a trop d'inflation, ils seront obligés de baisser les taux. Mais s'ils baissent les taux, tu as des banques qui font faillite. Donc en fait, ils sont en mélange entre les deux. Et si l'histoire nous renseigne sur quelque chose, et Ray Dalio fait un super travail sur ça, et j'en ai beaucoup parlé sur mon autre chaîne YouTube Éternel étudiant. Vous avez le lien dans la barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Mais c'est qu'à chaque fois qu'il y a une impression monétaire, à chaque fois qu'il y a une augmentation euh, et des dettes qui sont irremboursables, ça se finit mal. Ça se finit par une guerre, ça se finit par une chute de civilisation, etc. Et en général, c'est sur des cycles à peu près de 250 ans. Et on en a connu plein, hein. C'est pour ça que les gens ils se disent toujours cette fois-ci c'est différent, cette fois-ci ça sera pas pareil et tout, parce qu'en fait dans notre vision des choses et vu que c'est la première fois qu'on vit les choses, on se dit tiens ça sera pas pareil cette fois-ci. Mais en fait des exemples comme ça il y en a eu plein. Des empires qui ont profité au départ ils avaient une super monnaie donc c'est comme ça qu'ils ont eu aussi une bonne éducation etc. Enfin il y a plein d'exemples là-dedans, mais ils ont une bonne monnaie. Ensuite ils vont abuser de ce pouvoir-là, ils vont la dévaluer pour faire des guerres, pour créer une fausse richesse, en fait, une fausse croissance. Et puis à un moment donné, leur monnaie vaut plus rien et la civilisation s'écroule pour passer à un autre modèle. Ça a été le cas avec l'Empire romain, ça a été le cas avec l'Empire germanique, ça a été le cas avec la France, ça a été le cas avec la livre sterling au Royaume-Uni. Et à chaque fois, c'est des cycles à peu près entre 150 et 250 ans. Et là, on en arrive peut-être à la fin d'un cycle avec les accords de Bretton Woods, la fin de la convertibilité du dollar en or en 71 par Nixon et tout. On arrive peut-être à la fin d'un cycle avec la dédollarisation. C'est-à-dire que là, jusqu'à présent, le dollar a été très fort, mais jusqu'à quand? Moi, je pense que ça peut durer encore un certain temps. C'est-à-dire que tout le monde, ceux qui vont te dire c'est mort, le dollar, c'est pourri, ça va s'effondrer, ça va s'effondrer. C'est une course aussi d'impression monétaire parce que tu veux pas que ta devise elle soit trop importante par rapport aux autres. Parce que si tu as une devise qui est trop importante par rapport aux autres, c'est moins bien pour ton marché intérieur. C'est-à-dire si ton dollar, il est hyper important, il a une valeur scripturale qui est hyper importante et une valeur de devise en fait qui est hyper élevée par rapport aux autres, ça veut dire que les autres pays qui ont d'autres devises ne peuvent pas vraiment consommer chez toi. Donc, tu n'as pas d'intérêt pour la croissance, pour la consommation, machin, d'avoir une devise qui est trop élevée. C'est pour ça que tous les pays, en fait, font une sorte de course à avoir une devise qui tient la route, mais en même temps de la dévaluer, peut-être plus que son précédent, que son prédécesseur, pour attirer des capitaux dans leur pays. Tu vois? Et donc, euh, dans ce scénario-là, ça se termine jamais bien. Ça se termine jamais bien. Tu peux pas avoir une dévaluation de la monnaie, ou c'est même pas vraiment de la monnaie, c'est des devises, parce qu'il n'y a pas le côté réserve de valeur, de la devise, sans avoir à un moment donné un souci. Et en général, pourquoi ça se termine par un conflit? Parce que tu as toujours un pays qui prend le dessus parce que lui fait un peu plus attention à sa devise, à sa gestion d'argent, etc. Et s'endette peut-être moins que les autres, et fait un accent sur son éducation et tout, alors qu'il y en a un autre qui, lui, a la meilleure devise aujourd'hui, en l'occurrence le dollar, et qui utilise, peut-être très souvent même à mauvais escient, ce pouvoir-là pour son propre compte. Il s'endette des moments au détriment de tous les autres, parce que lui, il peut imprimer la devise sur laquelle est adossée toutes les autres devises. Si vous connaissez un peu l'histoire, les accords de Bretton Woods et tout, vous savez très bien de quoi je veux parler ici. Et donc le scénario et le contender aujourd'hui pour le prochain pays qui va passer au-dessus peut-être des États-Unis et tout, c'est la Chine. C'est le scénario de Ray Dalio. Voilà.
Que Trump nous fasse une Jekyll Island de la crypto. Bah, en fait, voilà, quand tu comprends, c'est pour ça que je vous invite en fait à vous ouvrir l'esprit et de comprendre que la crypto, c'est hyper important. Enfin, moi, je suis un passionné de ce truc-là et tout. Mais que il n'y a pas que ça. Et que quand vous comprenez en fait le système tel qu'il est créé, les ficelles et tout, et comment ça s'articule les uns par rapport aux autres, des périodes comme ça, comme ce qu'on est en train de vivre, où les mecs ils sont en train de paniquer en crypto en disant ah ça peut baisser encore de 20 ou 30%. En fait, moi ça c'est un truc. Alors c'est peut-être parce que ça fait aussi un certain temps que je suis en crypto, mais ça me fait pas peur du tout en fait. Même ça me renforce dans mes convictions quoi. Ça me renforce dans mes convictions parce que de toute façon ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Et du coup, tu te dis, en fait, si ça baisse, putain, mais c'est une opportunité en or. Parce que, franchement, hein, l'Ether, quand il est sorti, c'était 30 centimes. Ça a été listé sur Kraken à 15 centimes. Aujourd'hui, c'est à 1600 balles. On n'est pas à l'abri que s'il n'y a pas de hack et des trucs comme ça, dans 10 ans, c'est un actif qui peut être à plus de 100 000 balles l'unité. On n'est pas à l'abri. On commence de plus en plus à entendre parler d'un bitcoin à $1 million sur le prochain cycle et tout. Sans doute que ça ne sera pas le cas. Et sur les 10, 15, 20 prochaines années, un bitcoin à 1 million, c'est tout à fait possible. Alors que si vous preniez en 2010 un bitcoin rien qu'à 100 balles, et les mecs, ils vous auraient craché dessus. Parce qu'ils se seraient dit, mais tu te fous de notre gueule ou quoi? Le bitcoin, il a 1 centime. À quel moment il va monter à 100 balles? Et après, il est monté à 1000. Et après, il est monté à 10 000. Là, il est monté à 100 000. La direction, elle est claire. La direction, elle est claire. Simplement, c'est la perspective de l'être humain qu'il y a derrière. Et moi, vraiment, souvent, j'ai un peu cette image-là de voir un peu les politiques monétaires et tout ce qui se passe à côté, un peu comme une planète monde, tu vois, un truc, quelqu'un qui regarde un peu au-dessus tout ce qui se passe. Et dessus, les investisseurs, comme des fourmis qui ne voient pas ce qui se passe et qui se disent ah là, ça baisse, ah ça là, ça va augmenter, machin et tout. Alors qu'en fait, quand tu prends du recul, tu sais déjà à peu près comment ça va se finir. La vision, la direction, elle est claire. Que ce soit en crypto, que ce soit en bourse, machin et tout. Et ceux qui gagnent, c'est les optimistes et ceux qui investissent sur le long terme. Mais ceux qui sont là sur le court terme et tout, en fait, globalement, regardez, hein, ceux qui sont là sur le court terme et qui n'ont pas une vision sur plusieurs cycles, hein, d'accord? Je parle pas que sur 6 mois, 1 an. Les mecs, à chaque fois qu'ils viennent en crypto, c'est pour faire un coup. Ah, je viens, 2025, c'est censé pumper, ça pumpe pas au premier trimestre, c'est bon, je vends, c'est de la merde. Et puis vous verrez. C'est ces mêmes mecs-là qui viennent vous insulter en vous disant ah, c'est de votre faute si j'ai investi, c'est machin et tout. Et c'est ces mêmes mecs qui rachèteront votre bague plus tard. Ça a toujours été le cas. Voilà, c'est pour ça que je vous le dis et que je profite de prendre plus de temps avec vous dans des périodes comme ça parce que c'est dans ces moments-là que ça se joue en fait. Voilà. Quand il n'y a personne, quand tout le monde s'en fout, quand tout le monde considère que c'est de la merde et tout. Voilà, je le redis, hein, mais c'est hyper important. Et il faut être patient. Voilà, comme tu dis, Al, il faut être patient. Et pour des profils comme nous, y compris pour Mickaël, pour moi aussi, on est des gens très impatients. Hein, c'est comme ça. On est dans un monde aussi où tout est rapide et tout. C'est difficile d'être patient. Mais ça vaut le coup. Ah, franchement, ça vaut le coup. Prenez du temps pour vous, sortez à l'extérieur, travaillez sur ce qui est important pour vous. La crypto, de toute façon, le marché, vous ne pouvez pas le maîtriser. Hein. Si ça venait à baisser, ça baisse. Hein. Voilà. Et si ça augmente, ça augmentera. À un moment donné, actionnez les leviers que vous pouvez faire. D'accord, actionnez les leviers que vous pouvez faire. En l'occurrence, si vous avez fait des conneries et que vous n'avez pas de démarche, vous ne savez pas comment investir, vous faites n'importe quoi, formez-vous. Formez-vous. Prenez le temps de le faire. Ça sera toujours ça de prix. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Parce que là encore, aujourd'hui, on en est encore au tout début dans la partie purement crypto. D'accord? Donc, je vais vous laisser là, les gars. N'hésitez pas à commenter, partager, retweeter. Ça nous aide énormément, que ce soit sur Twitter et sur YouTube. Si vous êtes sur YouTube, allez sur Twitter, faites péter la barre des likes aussi. Ça nous aide énormément. Si vous voulez réserver un appel avec nous, n'hésitez pas. Vous avez le lien dans la barre d'infos pour réserver un appel directement avec moi et Mickaël. Vous avez également aussi un lien pour me rejoindre sur mon autre chaîne YouTube, Éternel Étudiant, où j'ouvre le sujet plus large au sujet de l'indépendance, liberté financière, investissement, entrepreneuriat, finances personnelles, etc. Bien au-delà de la partie crypto. Donc, je pense que ça pourra vous intéresser. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous avez la partie crypto-investisseur qui a pour objectif de vous rendre autonome et indépendant dans vos investissements crypto, et la partie accompagnement, si vous voulez qu'on vous accompagne durant tout le cycle haussier, baissier, peu importe. Mais en tout cas, si vous voulez qu'on vous accompagne durant tout le cycle crypto, vous avez les 2 liens dans la barre d'infos. Merci à tous et à très bientôt.